Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Gingembre Podcast. Ici, on parle de yoga, de la philosophie liée au yoga, puis de la vie en général. Vous l'imaginez, cette femme au premier rang qui murmure à la fin du cours « Namasté ». Elle répond au prof qui vient de terminer son cours. Vous la voyez, cette statue de Ganesh, petite ou grande, qui trône dans de nombreuses salles de yoga. J'en ai une derrière moi d'ailleurs. Vous les visualisez, ces fanions avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous les avez sûrement vus dans votre salle de yoga. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de décrypter ces petits rituels, qui sont petits ou grands. Ils sont faits, on les répète. Peut-être c'est quelque chose qui arrive à chaque fin de cours ou à chaque début de cours. Et j'avais envie de vous expliquer quel sens ils ont pour la personne qui les fait, mais aussi comment ils s'inscrivent dans la tradition liée au yoga. Et on va commencer avec le premier de ces rituels, c'est peut-être celui qui vient le plus à l'esprit quand on parle de ça, c'est le chant de Om. Om, c'est un mantra. Un mantra, c'est tout ce qui est lié aux sons qui sont pratiqués dans le yoga, et Om, c'est probablement le plus connu. Om, c'est aussi un des sons les plus sacrés dans les traditions hindoues ou bouddhistes. Il est souvent considéré comme la vibration primordiale de l'univers. C'est une syllabe sacrée qui représente l'essence même de l'existence de la conscience. Om. C'est un bija mantra, ça veut dire un mantra graine, qui contient une profonde symbolique. Déjà, il y a son origine cosmique. En fait, il est souvent associé à la création de l'univers et il représente le son primordial qui précède toute manifestation. Om, ça symbolise l'harmonie entre le physique, le mental, le spirituel. On le décortique en A-U-M, qui représente différentes dimensions. A, c'est la naissance, le commencement, l'éveil. Ça fait référence au dieu Brahma, si vous connaissez un peu la mythologie hindouiste. Le U, c'est la continuité, la préservation, la vie. Ça fait appel à Vishnu. M, c'est la dissolution, la fin, le sommeil profond. C'est Shiva. Souvent, après le Om, on laisse un silence. On laisse comme planer cette vibration du mantra. Et on peut l'interpréter comme le nirvana ou l'état de conscience absolue. Ou peut-être c'est juste un moment où en fait on s'imprègne de cette vibration. Om, c'est vraiment un son, c'est un son très profond. Pour celles qui ont peut-être accouché, souvent, c'est marrant d'ailleurs de faire appel à ça pendant l'accouchement. Enfin, moi, je trouve ça incroyablement lourd de sens, en fait. En fait, on dit souvent de ne pas trop faire des i plutôt o quand on accouche, plutôt de faire des om qui vont plutôt avoir l'impact d'ouvrir le bas du corps. Et en fait, ça c'est très intéressant pour l'accouchement, mais en fait, ça fait référence vraiment à la naissance même de l'univers. Et du coup, il y a un peu un lien intéressant à tirer là-dedans. Si je reviens à la pratique du Om dans les cours de yoga, on l'utilise souvent au début ou à la fin du cours dans le but de purifier l'atmosphère et puis l'esprit des participants. En méditation, on peut aussi l'utiliser, si on fait des méditations avec des mantras, on l'utilise pour calmer l'esprit et puis se connecter à une dimension spirituelle plus profonde ou supérieure. En fait, ce qui est intéressant avec les mantras de manière générale et puis avec le Om en particulier, c'est que en fait, les mantras sont en sanskrit, la langue du yoga c'est le sanskrit, les postures de yoga elles sont d'ailleurs aussi, on les dit aussi, elles existent en sanskrit d'abord. Et en fait, le sanskrit c'est une langue, c'est un langage, mais aussi c'est un langage qui a une vibration particulière. Donc c'est pas que la signification qui a un impact sur le corps, mais aussi la vibration des sons qui a un impact sur le corps et sur l'esprit. Et du coup, la vibration et l'énergie qui émanent de Om, ça permet de synchroniser l'énergie intérieure avec celle de l'univers de manière générale, et donc de se connecter avec le monde qui nous entoure. Juste pour un petit rapide historique du son Om. On le retrouve dans plusieurs textes anciens, comme les Upanishads, où il est décrit comme le son ultime de la réalité absolue. Puis dans le Bhagavad Gita, il est aussi évoqué par Krishna.
Donc, en fait, Om, c'est bien plus qu'un simple son, c'est un symbole universel de connexion, d'unité et de transcendance. Peut-être il fait simplement du bien quand on le chante à la fin ou au début du cours, et ça suffit de le chanter pour cette raison-là. Moi, j'aimerais juste vous dire que ma perception à moi en lien avec les mantras, je vois parfois des gens j'ai l'impression qu'ils se gênent de chanter un Om à la fin du cours. Moi, je le fais pas systématiquement, mais de temps en temps, j'aime bien. Je vois des gens qui sont un peu gênés ou qui ont l'impression de mal chanter. J'aimerais juste dire que moi-même, je suis pas du tout une grande chanteuse. J'ai plutôt l'impression de mal chanter. Mais de réciter des mantras, ça a vraiment eu un effet libérateur sur moi. Et vraiment. Et je pèse mes mots. Pour moi, les méditations avec des mantras, pas forcément le Om, mais de manière plus générale, en fait, c'est pour moi les méditations dans lesquelles j'arrive à aller le plus profondément dans la pratique. Et il a fallu vraiment que je dépasse ma timidité et puis cette impression que je sais pas faire pour vraiment pouvoir récolter en fait tous les bénéfices du chant des mantras. Et si ça n'a pas de sens pour vous, il n'y a aucun problème. Enfin, vraiment, faites comme c'est bien pour vous, mais juste sachez qu'il n'y a pas de jugement. On ne peut pas chanter mal Om. Ça n'existe pas. Et souvent même, je trouve plutôt intéressant à la fin du cours de sentir comme cette réunion, cette union de toutes les vibrations de tous les Om de la salle. Ça amène quelque chose de plus. En fait, on sent vraiment une interconnexion entre les participants. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Mais encore une fois, on peut très bien se contenter d'écouter, de ressentir la vibration des autres et ça suffit. Je pense que ce qui est vraiment très important, c'est vraiment de faire ce qui est en accord avec vous, avec ce que vous êtes, avec vos croyances, avec qui vous êtes. Le deuxième rituel que j'aimerais évoquer ici, c'est le namasté. Namasté. Souvent, les cours de yoga, ils se terminent par un namasté. À tort, on réduit namasté à bonjour. En vrai, namasté, ça signifie plutôt mon âme salue ton âme ou je salue le divin en toi. En vrai, ça fait référence au fait que le yoga, il nous permet d'accéder à quelque chose de plus, quelque chose de plus grand que juste notre corps et notre esprit. On n'est pas notre corps et on n'est pas notre esprit. Il y a quelque chose en plus. Et cette partie, elle réside dans ce que certains appellent l'âme. Vous en faites ce que vous voulez. Mais je trouve vraiment très profond, en fait, de se dire que le yoga, il nous permet d'accéder à cette partie-là de nous. Cette partie que peut-être on oublie ou qu'on ne connaît pas vraiment très bien. Souvent, on se résume à « je suis mon corps, je suis mon esprit ». Et peut-être avec ça, on a accès à quelque chose d'autre. Et en fait, à la fin du cours, de dire namasté, ça exprime la gratitude, ça exprime la connexion. Ça veut dire, le prof, il vous voit tel que vous êtes vraiment, plus loin que votre corps, plus loin que votre esprit. C'est vraiment le message d'une connexion profonde entre les êtres. D'ailleurs, moi, personnellement, je termine tout le temps, régulièrement mes cours, en disant vous pouvez amener les paumes des mains ensemble devant la poitrine, incliner légèrement la tête en signe d'honneur pour tout ce qui existe et tout ce que nous sommes. Namasté. Cette simple phrase, en fait, elle fait référence à la tradition tantrique. J'exposerai et je reviendrai en détail sur la philosophie qui est véhiculée par la tradition du tantra, d'où elle vient et tout ça. En Occident, elle a été réduite à des pratiques sexuelles qui sont vraiment beaucoup trop réductrices. Le tantra, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Mais pour ce qui est de l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais juste vous expliquer que la tradition tantrique, dans son essence, en fait, elle transporte l'idée que tout est lié. On est tous reliés par une conscience, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Shiva, on peut l'appeler Purusha, peu importe. Vous l'appelez comme vous voulez, mais on est tous reliés à quelque chose de plus grand. Alors quand je dis en honneur de tout ce qui existe et de tout ce que nous sommes, c'est un vrai appel à cette idée de la tradition. Ce tantra qui pense que si on devient suffisamment sensible, si on s'ouvre suffisamment, alors on peut ressentir cette liaison, ce lien qui existe entre tous les êtres humains et notre environnement. En plus de namasté, on invite souvent les participants au cours de yoga à joindre les mains devant la poitrine, c'est ce que j'ai dit avant. En réalité, ça c'est un mudra.
Un mudra, c'est un signe qu'on fait avec les mains. Moi, je ne suis pas une spécialiste là-dedans, mais celui-là, il est important, je pense. C'est Anjali Mudra. Celui-là de mudra, il a plusieurs significations. Déjà, il unit les polarités. Symboliquement, les mains jointes, elles représentent l'union des opposés. La main droite, elle est associée à l'action, au principe du solaire, au monde matériel. La main gauche, elle est associée à la réceptivité, au principe lunaire, au monde spirituel. Et quand on joint les mains, on symbolise l'unité du corps et de l'esprit. En les plaçant au niveau du cœur, on reconnaît et on honore l'autre à partir d'un espace de sincérité et de bienveillance. Namasté. En même temps, c'est un geste de recueillement qui peut aider à recentrer l'esprit, à favoriser le calme et puis la concentration. En vrai, Anjali Mudra plus le fait de dire Namasté, c'est une marque de respect puis d'unité et de reconnaissance mutuelle. C'est une manière d'exprimer qu'on est tous interconnectés et puis que notre essence profonde, elle dépasse nos différences individuelles. En fait, on est tous liés par une conscience supérieure. Vous l'appelez comme vous voulez. Ça, c'est l'idée qu'il y a derrière ça. Encore une fois, aucune obligation ni de faire le mudra, ni de dire Namasté. Souvent, quand on est dans des cours ou quand on se forme en prof de yoga, on apprend, quand on dit Namasté, les élèves répondent Namasté. C'est un échange, comme un témoignage de gratitude l'un envers l'autre. L'autre chose que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est les fanions ou peut-être les drapeaux ou peut-être, ça dépend comment c'est symbolisé ou peut-être c'est juste des images, des posters qui montrent les couleurs de l'arc-en-ciel. Certainement que vous savez que ça fait référence aux chakras. Ces fanions, ils ne sont pas uniquement décoratifs, ils ont une signification profonde qui est liée à la spiritualité, à l'énergie, à l'élévation de la conscience. En fait, en les affichant dans une salle de yoga, on essaye de créer une atmosphère qui est propice à la pratique du yoga puis à la méditation. En même temps, ça fait référence aux chakras. Les chakras, c'est des centres énergétiques qui sont situés le long de la colonne vertébrale. Ils font référence au yoga et à l'Ayurveda. Je reviendrai sur les questions d'Ayurveda dans un prochain épisode. On dit qu'il y a 7 chakras principaux. Le 7e, ça dépend des traditions, mais en général, on dit qu'il y en a 7, et chacun est associé à une couleur, à un symbole et puis à une spécificité du développement personnel, en fait. Si je les énumère, il y a Muladhara, qui est le chakra racine, et sa couleur, c'est le rouge. Il fait plutôt référence à la stabilité, à la sécurité, à l'ancrage. Le 2e, c'est Svadhisthana, le chakra sacré, qui est orange, qui est plutôt situé au niveau des parties génitales. C'est la créativité, le plaisir, les émotions. Le 3e, c'est Manipura, qui est au niveau du plexus solaire. Sa couleur, c'est le jaune. C'est plutôt référence à la confiance, à la volonté, à l'énergie. Le 4e, c'est Anahata chakra, le chakra du cœur, qui est placé au niveau du cœur. Sa couleur, c'est le vert. Il est lié à l'amour, à la compassion, à l'harmonie. Le 5e, c'est Vishuddha chakra, le chakra de la gorge. La couleur, c'est le bleu et il est plutôt lié à la communication, à la vérité, à l'expression. Le 6e, c'est Ajna, le chakra du 3e œil, le centre d'intuition. Sa couleur, c'est l'indigo, comme j'ai dit, c'est lié à l'intuition, à la sagesse, à la vision supérieure. C'est par Ajna qu'on se connecte à cette conscience plus grande. Et le dernier, le 7e, c'est Sahasrara chakra, le chakra couronne, qui n'est pas directement sur la tête, mais un peu plus haut. Et il est violet et blanc, et il est lié à la connexion spirituelle, à la conscience universelle. Donc les couleurs sur les drapeaux, elles correspondent aux vibrations des chakras. On utilise les couleurs des chakras parfois dans les cours de yoga pour visualiser pendant les méditations. Peut-être c'est simplement pour inspirer les personnes qui viennent au cours, ou peut-être juste pour rappeler l'ascendance en fait des certaines dimensions du développement personnel auxquelles font référence les chakras. Je reviendrai en détail, je pense que je vais faire un épisode par chakra pour essayer vraiment de détailler les qualités et puis aussi exactement ce que c'est un peu nébuleux. Sur les chakras, on entend beaucoup de choses, beaucoup de vrai, beaucoup de faux. Mon idée, c'est vraiment d'essayer de vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est que les chakras. Voilà. Mais ça, je le ferai un peu plus précisément dans des épisodes qui seront dédiés. Ensuite, je l'ai évoqué au début, il y a les statues, Ganesh et compagnie. Ces statues, elles ne sont pas là pour être adorées, elles représentent des archétypes
qui peuvent inspirer les pratiques de yoga. Si on prend Ganesh, Ganesh c'est ce dieu qui a une tête d'éléphant, qui est souvent accompagné d'un rat. C'est le dieu qui aide à soulever les obstacles. Il est le symbole des nouveaux commencements, des renouveaux. C'est le fils de Shiva. D'ailleurs, Shiva, on le retrouve aussi parfois dans les salles de yoga. Shiva, c'est le yogi suprême, le maître de la transformation. C'est celui qui détruit avant de pouvoir reconstruire. Shiva, il peut aussi être en train de danser. Shiva, il est en fait dans sa danse cosmique. Et là, il symbolise plutôt l'impermanence du monde et le mouvement de la vie. Le dernier qu'on peut encore trouver, c'est Hanuman, qui symbolise le courage, la loyauté et la force du cœur. Peut-être que vous connaissez Hanumasana, c'est la posture du grand écart. Ben voilà, ça fait référence à ça. C'est symbolisé par un singe, Hanuman. Donc, pourquoi on met ces statues dans les studios de yoga? Enfin, finalement, on n'est pas hindou, on n'est pas un temple. À quoi ça sert? En vrai, à mon avis, c'est plutôt un rappel visuel de certains principes clés du yoga. Surmonter les obstacles, accepter le changement, cultiver la discipline. C'est pas du tout l'idée de faire un hôtel de culte, mais plutôt d'inspirer les participants. Un peu comme une citation qui serait affichée sur un mur. C'est une statue. Le dernier aspect, un peu peut-être rituel, traditionnel ou petites habitudes que j'aimerais évoquer ici dans cet épisode, ça concerne le matériel. Je pense que chaque salle de yoga, chaque prof a ses petites habitudes. Il y en a qui aiment s'asseoir sur des blocs, il y en a qui aiment s'asseoir sur des couvertures ou sur des coussins, il y en a qui aiment positionner les tapis d'une certaine manière. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de juste ou de faux, et puis il n'y a pas vraiment de raison. On ne plie pas une couverture d'une certaine manière parce que dans la tradition du yoga, on dit qu'il faut la plier comme ça. Il n'y a rien de magique ou de spirituel là-dedans. Dans toutes les salles, en fait, c'est un peu les dadas de chaque prof, en fait. On a tous un peu des habitudes. Par exemple, moi, j'enseigne toujours Ardha Matsyendrasana. C'est la posture assise où on a une jambe par-dessus l'autre jambe qui est pliée, Ardha Matsyendrasana. Je l'enseigne toujours avec une couverture. Et je dis toujours de mettre un angle de la couverture à l'avant pour que ça fasse comme un espèce de diamant. Ça n'a rien de magique, ça n'a rien de traditionnel, ça n'a aucun lien avec ça. La seule raison, elle est pratique, c'est parce qu'en fait, c'est plus pratique de passer les jambes autour de l'angle de la couverture plutôt que d'être coincé avec les jambes avec une couverture qui vient en fait entraver en fait la posture. Et du coup, si on se place avec un angle à l'avant, alors on peut bien être assis sur la couverture et du coup, on peut plus allonger la colonne et du coup, on peut mieux tourner et du coup, on a plus d'impact de la posture en fait. On arrive mieux à réaliser la posture. Et voilà, mais après, encore une fois, chaque prof a ses habitudes, chaque prof a ses raisons. Moi, tous les accessoires que j'utilise, que ce soit des couvertures, que ce soit des blocs, que ce soit des sangles, il y a toujours une raison, de manière générale, c'est anatomique. C'est une raison anatomique d'utiliser un accessoire pour soutenir une posture. Il n'y a pas de raison spirituelle ou traditionnelle là derrière. C'est vraiment qu'en fait, en enseignant le yoga, en observant les participants, en fait, je me rends compte que la majorité des gens, on a besoin d'accessoires pour faire des postures. Et il n'y a vraiment aucun problème avec le fait d'utiliser un accessoire pour faire une posture. Au contraire, ça nous permet d'aller plus loin et puis de mieux ressentir la posture et de mieux respirer dans la posture, alors il faut le faire. Parce qu'encore une fois, le but de la pratique du yoga, c'est de pouvoir être dans une posture, de trouver l'immobilité dans la posture, un certain confort dans lequel on arrive à respirer. C'est aussi pour ça que moi, j'invite toujours les participants à s'asseoir sur une couverture au début du cours. Moi, j'utilise des couvertures parce que je trouve ça plus versatile. On peut les utiliser pour plein de choses. On les ouvre, on les ferme, on peut se couvrir avec. On peut les plier beaucoup ou peu. On peut très bien les adapter en fonction des besoins. Mais au début du cours, je commence toujours assis sur une couverture. En général, je l'invite les gens à la plier en deux. Et de cette manière, en fait, on a les hanches un peu surélevées et du coup, le dos plus allongé. Et du coup, la colonne plus allongée et le diaphragme qui arrive mieux à bouger. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on arrive mieux à respirer. Et c'est pour ça que je fais ça, en fait. C'est pas de la magie.
Et il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de juste ou de faux. Chacun fait comme il veut, chacun est responsable de sa propre pratique. Mais sachez qu'il y a quand même toujours une raison derrière les conseils qu'on donne ou les pratiques qu'on a en fait. Chaque prof a ses raisons. Encore une fois, enfin voilà, moi j'enseigne le Vinyasa Flow. Si on va dans un cours d'Iyengar, bah, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même pratique. On utilise les accessoires de manière vraiment différente, et tant mieux. En fait, chaque pratique apporte quelque chose de différent. Et c'est aussi chouette de pouvoir mélanger tout ça. Donc j'ai parlé des habitudes des profs de yoga, peut-être des rituels qui reviennent dans les salles ou les décos que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas à me faire parvenir vos questions sur d'autres habitudes ou rituels que vous auriez remarqués et puis qui vous questionnent. Ça m'intéresse déjà de les connaître. Et puis pourquoi pas de les décrypter avec vous. Ces rituels dans les studios de yoga, ils ont une histoire et une signification, mais ils sont jamais imposés. L'important, c'est de pratiquer avec conscience, puis en choisissant ce qui résonne pour vous. Mais je pense que c'est important de comprendre le pourquoi du comment on fait ça, puis comment ça s'implique et ça s'imbrique dans une tradition. On arrive à la fin de cet épisode et je voulais vous remercier de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, laissez-moi un commentaire ou partagez-le sur les réseaux. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles. C'est plutôt pour les algorithmes que pour moi, mais ça m'aide beaucoup. Allez, ciao!